Movies, l'émission de celles et ceux qui vont voir les films en salle. Votre émission cinéma présentée par le sémillant Hervé Brie. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Movies, préparé et présenté aussi par l'également sémillant Patrick Servel. Et si on vous parlait cinéma, si on vous parlait des films que l'on a vus ces derniers temps, aujourd'hui ils seront 6. Il y en a un qui est sorti déjà il y a quelques semaines, mais on n'avait pas encore eu le temps de vous en parler. C'est À bicyclette, un road trip d'un duo d'amis à vélo de l'Atlantique à la mer Noire sur les traces d'un enfant disparu. Découvrons Catherine Deneuve en diva de la chanson française en tournée au Japon, c'est Yokai, le monde des esprits. Un exercice de style sous forme de thriller d'espionnage conjugal, ça donne The Insider. Ça fait 130 ans que ça existe, c'est Lumière et l'aventure continue. Alors là, c'est le second tome d'une collection de films restaurés issus des labos Lumière, concoctés par le grand Manitou du cinéma, Thierry Frémaux. Quand le théâtre de rue est un moyen de lutte et d'émancipation des jeunes filles en Égypte, ce sont les filles du Nil. Et quand deux jeunes migrants suivent un parcours très chaotique et qui rêvent d'une vie meilleure, le film c'est Vers un pays inconnu. Vous l'avez compris, beaucoup de films, beaucoup de choix. Pour cette nouvelle émission de Movies, on parlera bien évidemment des films que l'on a envie de voir. Ça, c'est la rubrique, c'est la rubrique dans le viseur. On vous reparlera des films qui sont toujours à l'affiche et qu'on a aimé. On vous parlera de beaucoup de choses. On vous parlera aussi des festivals qui s'annoncent. Et des films qu'on aurait aimé, mais qu'on n'a pas aimé. On a mis là-dedans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et La Cache. Et donc, c'est toi qui commences avec... à vélo. À vélo, à bicyclette, exactement. À bicyclette. Sorti depuis plus d'un mois, mais qui rencontre du succès. Drôle d'objet, alors issu d'un curieux projet filmique, ce qui donne comme résultat une sorte d'hybride entre reportage et fiction, qui a fonctionné pour moi malgré quelques réserves minimes. On va y avoir des bémols. Oui, un petit peu. Alors, il s'agit de la mise en scène d'un road trip, un voyage mémoriel que deux amis quinquagénaires ont entrepris en vélo de la côte atlantique à Istanbul, reproduisant le périple réalisé en solitaire par Yuri, le fils de l'un d'eux, et ce jeune homme de la vingtaine a eu ensuite une fin tragique. Et tout ça est réel. On a une alternance de scènes de pure comédie, avec des moments de forte émotion, entrecoupé de dialogues ou alors de monologues introspectifs, souvent passionnants, parfois même fulgurants, sur la vie et l'amitié. Les deux comparses prennent les mêmes chemins que Yuri avait pris à travers l'Europe, 3 ans plus tôt. Il revisite des lieux photographiés par le jeune homme, il rencontre des gens qu'il avait côtoyés. C'était un jeune artiste circassien et il avait en route réalisé quelques spectacles ou performances, et nos deux routards vont faire de même, s'improvisant parfois clown ou pseudo-acrobate ou magicien, ce qui donne lieu à des scènes vraiment burlesques. C'est un festival Philippe Rebaud,
acteur qui creuse son personnage récurrent d'homme chaleureux, décalé et lunaire, qu'il interprète souvent dans ses films. Hein. Par exemple, je me souviens Patrick en Clochard Céleste, gagnant du loto. Oui, ils étaient 3. Oui, dans 3 fois rien, il y a 2 ans. C'est vrai que lui, on l'imagine pas en salaud. Non, il l'est jamais. Ou alors en clown amusant, les enfants hospitalisés dans le premier récent long métrage de Reda Kateb qui s'appelait Sur un fil. Toujours lui avec une belle dose d'autodérision. Alors, son compagnon de périple à vélo, ami dans la vraie vie, il s'appelle Mathieu Mlekuz, que je ne connaissais pas. Alors lui, il n'est pas en reste, hein, nounours émouvant et drôle à la fois. Lui, à la recherche des signes de son fils défunt. C'est lui qui réalise le film, c'est son second long métrage, et j'ai vu qu'il avait une assez longue carrière d'acteur derrière lui, sur les planches et au cinéma, dans des seconds rôles. Il y a un côté Laurel et Hardy chez ces deux-là, l'un avec un embonpoint certain et l'autre maigrichon, assez accro à l'alcool en plus, hein, les deux se jouant de leurs défauts ou faiblesse. Projet casse-gueule, hein, car très intime finalement. Hein. Pas facile d'oser exposer face caméra sa douleur insondable suite à une tragédie personnelle, ni de montrer comment on tente de l'exorciser. Une sorte de thérapie filmée qui pourrait paraître impudique et faire peur, mais j'ai trouvé que la sincérité l'emportait et l'aspect tragédie est fortement tempéré par l'humour. Alors évidemment, hein, je pense qu'on se fait avoir. Les scènes de comédie comme les digressions philosophiques paraissent improvisées, tournées sur le vif, mais c'est un leurre. Hein. Elles ne sont sans doute pas tant que ça, même si une dose d'improvisation a dû parfois prendre sa place, ça se sent hein, que le scénario aussi s'est construit peut-être au fil du trajet. Alors, ce brouillage des lignes hein, entre documentaire et fiction, peut-être quelque chose qu'on retrouvera, Patrick, avec un film dont tu nous parleras tout à l'heure, qui s'appelle Les Filles du Nil. Hein. Donc ce brouillage, il aurait pu être irritant, mais en fait, je l'ai trouvé original et efficace. Alors la partie finale m'a paru moins réussie, car plus artificielle, avec l'apparition du frère et de la dernière petite amie du fils défunt qui se joignent au duo à Istanbul. Mais bon, ça ne gâche pas trop l'ensemble. Moi, je suis en tout cas sorti de tout bouleversé de ce à bicyclette et je recommande aux auditeurs de tenter cette proposition cinématographique originale, hein, même si parfois un peu bancale. Mais c'est aussi sa spontanéité qui fait son charme. Alors en plus de susciter rire et larmes alternées, sans sensiblerie pour autant, hein, il fait réfléchir intelligemment sur ce qui lie les gens, le lien filial, amical et les liens de passage. À noter, il a été récompensé lors du dernier festival du film francophone d'Angoulême par le prix et de la mise en scène et celui du public, ce qui doit normalement faire envie de le découvrir. J'irai certainement le voir avec tout ce que tu viens de nous dire. Alors, avec un mouchoir, avec Kleenex. Oui, mais il faut se dépêcher quand même parce que il y a déjà quelques semaines qu'il est là. Il marche bien, et c'est tant mieux. Un autre film qui marche pas mal aussi. Bon, faut être relatif, hein. Relativement, mais qui marche quand même assez bien. Ce sont les Filles du Nil. Alors s'il y a bien un point commun entre les différentes religions monothéistes, c'est bien le poids du patriarcat. Et là, nous sommes en Égypte, au sud de l'Égypte, un petit peu loin de la capitale, le Caire. Et là, nous sommes dans un village. Bon, alors la religion qui domine, hein, ce n'est pas l'islam. Là, il s'agit d'une religion chrétienne. Ce sont des chrétiens coptes qui sont majoritaires dans ce village. En tout cas, c'est ce que l'on voit apparaître. Village très pauvre. Hein. Ah oui, ça on peut le dire qu'il est assez pauvre. Alors, pendant les 1h42 du film, on va nous proposer de suivre une bande de jeunes filles. Alors, toutes ces jeunes filles rêvent de devenir soit comédiennes, danseuses, chanteuses. Alors, elles sont assez... On va mettre le mot rebelle entre guillemets, mais elles le sont. Elles ont fondé une troupe de théâtre, hein, une troupe qui, la plupart du temps, répète dans un local qui leur est prêté, mais lorsqu'elles se donnent en spectacle, c'est dans la rue. C'est là qu'elles interpellent le public par des êtes-vous heureuse en ménage ? N'avez-vous pas été mariée trop jeune ?
Les femmes n'ont donc aucun droit à l'amour. Voilà les questions que posent ces jeunes filles en interpellant les spectateurs, spectatrices qui sont quand même assez assez médusés d'entendre ces jeunes filles parler de cette façon. Alors, ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que ce film nous est présenté comme documentaire, ce qui signifie que ces jeunes filles existent vraiment et ce sont elles qui ont quasiment proposé au réalisateur, le réalisateur et la réalisatrice, d'être filmés. On nous dit qu'il y a eu 400 heures de rush et qu'il a fallu monter pour ce résultat final quand même de moins de 2 heures. Le couple de réalisateurs, c'est Nada Riada et Eman El Amir. Alors, les deux ont rencontré ces jeunes filles en 2017. À l'époque, ils travaillaient pour une organisation féministe au Caire qui soutient la création artistique de femmes venant de communautés marginales. Alors, dans ce cadre, ils ont beaucoup voyagé dans le sud de l'Égypte et c'est là, dans ce village d'El Barcha, qu'ils les ont rencontrés. Ils sont restés en contact et en 2018, comme je disais, ce sont elles, les jeunes filles, ayant vu les documentaires de ces deux réalisateurs, se sont dit, quelque part, ce serait un moyen supplémentaire d'arriver à la gloire. D'arriver à la gloire et aussi de faire passer quand même le message assez fort. Donc elles ont vu en l'outil cinématographique une autre façon de s'exprimer. Alors, dans ce film, on les voit, on voit leur relation avec leurs parents, avec leur famille, leurs voisins, et c'est assez intéressant. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, moi, la petite difficulté que j'ai quand même eu avec le film, c'est par moment, je me dis, est-ce que tout ça n'est pas écrit ? J'ai de la difficulté à croire que tout ça a été véritablement spontané et filmé sur le vif. Alors, ce qui est quand même intéressant dans ce film, c'est que ça nous montre que c'est l'importance de vivre ensemble, de pouvoir s'exprimer. On sent bien que c'est le couple, pas le couple, c'est l'ensemble de ces jeunes filles qui leur donne leur force. On sent bien qu'elles sont. On va pas les taxer de féministes. Hein. Le mot serait certainement un peu trop fort, mais elles ont bien compris, me semble-t-il, la force que peut leur donner le fait de jouer en troupe. Alors, elles savent très bien qu'elles ne seront jamais des professionnels. Hein. Même si peut-être la meneuse, celle qui est en tête de gondole, j'allais dire, elle, on sent qu'elle a des véritables aspirations à devenir certainement metteuse en scène. Hein. C'est ce qui l'intéresse et à la fin du film, on comprendra un petit peu mieux là où elle va aller. Alors, toutes ces filles... Hein, sont courageuses et leur combat est loin d'être gagné. D'ailleurs, on se rend compte que certaines vont devoir renoncer et finalement rentrer dans le rang pour ne pas être exclues de cette société. Société qui, on le voit, qui évolue, mais que pour nous, certainement, on trouve encore avec notre vision d'occidentale, avec beaucoup de chemin à parcourir. La fin se termine quand même avec une note d'espoir que je ne vous livrerai pas parce que je vous invite à aller voir ce film. Alors, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le titre international, donc en anglais, et si on le traduit, c'est au bord des rêves. Ouais. Hein, c'est The Brink of Dreams, quelque chose comme ça. Que je trouve beaucoup plus explicite et peut-être moins marketing que Ces filles du Nil. Voilà, tu l'as vu aussi, je crois. Oui, documentaire, moi que j'ai trouvé très riche et sensible. Alors, sans aucun commentaire, hein, comme il y a de plus en plus de documentaires, ce qui ne gêne pas du tout la compréhension des événements et les messages du film. Alors, moi je pense comme toi, peut-être sans doute en partie scénarisé, hein, avec des scènes peut-être répétées, parce qu'il y a quand même des moments étonnants dont on a du mal à croire qu'ils sont improvisés, pris sur le vif, comme tu l'as dit. Je pense par exemple aux scènes de dialogue avec les garçons ou avec la famille de chacune des filles. Bon, alors deux parties qui s'opposent nettement. Hein. La première, dynamique, enjouée, sororielle. Bah oui, sororielle, ça n'existe pas, c'est un barbarisme pour fraternel entre filles. Hein. Avec les répétitions, les spectacles de rue, de la troupe, courageuses, ces filles, vraiment, en voyant balader à travers leurs performances le carcan du machisme et du patriarcat
patriarcat de leur société, sans ménagement quand elles interpellent le public. D'ailleurs, certains spectateurs se détournent. Ça, c'est intéressant. Et puis alors, la deuxième partie à la tonalité que j'ai trouvé vraiment désenchantée. Ah oui, ça fout le moral dans les chaussettes, là, un peu. Là. Montrant certaines d'entre elles rentrer tristement dans leur rang, même si les réalisateurs ont voulu une note d'optimisme finale, comme tu l'as dit. Bonus quand même non négligeable, l'aspect sociologique, ethnographique sur cette société copte égyptienne où la religion est très prégnante. Pour voir ces filles du Nil, comme il est peu distribué, faut bien le chercher. Par exemple, quelques jours encore à l'Utopia de Bordeaux. Comme vous le savez, tous les morceaux qui sont diffusés dans l'émission Movies ont trait au cinéma. Oui. Et là, c'était quoi ça? Alors ça, c'était les Pretenders, un groupe british mené par la flamboyante Chrissie Hynde, avec Don't Get Me Wrong, ça date de 86, et
on l'entend dans une très belle scène de fête du film de Corinne Tardieu, L'attachement, qu'on a défendu dans notre précédente émission et toujours à l'affiche. Alors toi, tu l'avais défendu, mais moi je l'avais pas encore vu. Et tu le défends maintenant. Et je le défends aussi. Alors, le clip que j'ai vu de cette chanson est une parodie de Chapeau melon et bottes de cuir qui est assez drôle. C'est à moi de causer. Hein. Oui, tu nous parles d'une industrie qui existe depuis 130 ans. Hein. C'est Lumière, l'aventure continue. Une plongée dans l'archéologie du 7e art avec ce second montage de dizaines de films très courts, on appelle ça des vues aussi, des deux frères ingénieurs lyonnais, dont beaucoup d'inédits, exhumé des archives de l'Institut Lumière, le tout commenté par le maître d'œuvre du projet de restauration de ces documents artistiques et historiques, Thierry Frémaux. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le bonhomme, c'est une personnalité incontournable du cinéma français et international, hein, puisqu'en même temps, délégué général et sélectionneur des films du Festival de Cannes depuis une quinzaine d'années, je crois. En plus de ça, directeur de l'Institut Lumière de Lyon et de son festival annuel. Le genre de type hyperactif qui est partout dans la galaxie cinéma. Il doit voir au moins 20 films par semaine. Hein. Mais je pense que c'est un peu comme dans Mickey 17, je pense qu'ils sont plusieurs. et il connaît tout le gratin du cinéma mondial et même ce qui n'est pas gratiné d'ailleurs. Hein. Bref, dans son domaine, un puissant fond de compétences et de connaissances, tant artistiques qu'économiques, et un passeur aussi, et qui a aussi comme casquette celle de critique, réalisateur, écrivain, éditeur d'ouvrages, sur le cinéma bien sûr, mais pas que. Bref, n'en jetez plus. Il y a aussi, j'ai vu, quelques controverses à propos de sa personnalité et de son management, pas forcément des plus doux, disent certains. Je vais pas m'étendre, ce n'est pas le sujet. Alors c'est sa venue il y a quelques semaines pour présenter la projection de Lumière, l'aventure continue dans le cadre de l'Unipop du Jean Eustache de Pessac qui m'a décidé à y aller. C'était la 1000e en plus, 1000e Unipop. Mais avec dans la tête l'idée un peu préconçue que bof, voir des vieilles images animées, muettes, en noir et blanc, ça va pas être très sexy. Méprise totale, car quelles images et quel noir et blanc. Le travail de restauration effectué sur les bobines abîmées par le temps est vraiment magnifique et leur contextualisation par le commentaire très intéressante. Quant à l'intervention de Frémaux avant et après la projection, elle était passionnée et passionnante, riche en anecdotes diverses. Le 19 mars 1895, c'est-à-dire il y a 30 ans et quelques jours, les Frangins Lumière inventent... 130 ans. 130 ans, oui. Ah oui. Les Frangins Lumière inventaient la notion de cinématographe en tournant la manivelle d'un nouvel appareil placé devant la sortie de leur usine. Ensuite, première projection publique payante, sur grand écran, de films réalisés par leurs soins, pas plus d'1 minute chacun, pour des raisons techniques. Par exemple, les fameuses vues documentaires comme l'arrivée du train en gare de la Ciotat, qui a fait soi-disant se reculer les premiers spectateurs apeurés, ou de courts sketchs de fiction comme L'arroseur arrosé. Alors, quand je dis inventer le cinéma, ce n'est pas tant du point de vue technique, hein. La mise au point des premiers instruments de captation du réel animé étant encore controversée. Pour les Américains, ils l'attribuent plutôt à Edison, hein. Mais avec le travail des lumières projetées sur grand écran, on se rend compte que tout était déjà là d'un point de vue artistique. Le plan calculé, le travelling, le documentaire, la fiction, la comédie, le drame, le jeu des acteurs. C'est ce qu'on voit de façon flagrante dans cette collection présentée. Des images étonnantes, de modernité formelle, passionnantes pour leur aspect documentaire et tellement belles. Du coup, je regrette de ne pas avoir vu le premier tome de cette entreprise sortie en 2017, intitulé Lumière, l'aventure commence, surtout visible maintenant via le petit écran, seulement, ce qui est dommage. 2 bémols quand même, je sais pas si tu les auras aussi Patrick, le commentaire dit par Thierry Frémaux par-dessus les images, bon, s'il est intéressant pour contextualiser ce qu'on voit, est parfois un peu redondant
et même parfois pontifiant à l'occasion, j'ai trouvé. Et la musique, oui. Un peu trop envahissante, par son volume sonore déjà, et par son systématisme, c'est de bout en bout du Gabriel Fauré, choisi parce que contemporain de ce qui est montré à l'écran. Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce Lumière, l'aventure continue? Tu as dit déjà beaucoup de choses. Alors moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est la mise en lumière des nombreuses inventions des frères Lumière. Ingénieurs tous les deux. Oui, alors, il paraît qu'ils se promenaient toujours avec un tournevis dans la main. J'ai entendu, un des derniers trucs qu'ils voulaient inventer, c'était de pouvoir colorer le sel, parce que on n'arrivait pas à voir combien on mettait de sel blanc dans du riz blanc. Ouais, mais c'était des Géo trouve tout. Oui, mais revenons au cinéma. On voit par exemple qu'au-delà de l'invention donc de la caméra, du projecteur et de l'appareil qui permettait en même temps de développer les films, parce que Edison, lui, il avait fait déjà quelque chose, mais le cinéma n'était pas, j'allais dire, quelque chose qui se partageait, puisqu'il fallait les regarder dans une boîte, dans une sorte de visionneuse. Donc ils ont aussi après inventé les daguerréotypes. C'est Daguerre qui a inventé les daguerréotypes. Non, pardon, il a inventé la photo. Ils ont été les premiers à faire de la photo couleur. D'accord. C'est eux qui ont inventé tout cela. Tu l'as dit, ils ont aussi, pour des raisons techniques, ils ont inventé le plan séquence. Le plan séquence, vous savez ce que c'est un plan qui n'est pas interrompu, il n'y a pas de montage. Là, c'était des plans séquences d'une minute, parce c'était la longueur de la bobine. C'était la longueur de la bobine, ce qui durait à peu près 50 secondes à une minute selon... Alors, il fallait aussi, puisqu'il n'y avait pas de moteur électrique, il fallait voir le rythme. Ils avaient un rythme qui était entre 16 et 18 pour images. Pour tourner la manivelle. 16 à 18 images secondes, ce qui nous a posé souvent des soucis lorsqu'on voyait des films qui nous étaient rediffusés, puisqu'on prenait ces anciens films et on les passait à 24 images secondes. Donc on avait toujours cette impression qu'au début du cinéma, les gens avançaient très vite. Ils avançaient pas plus vite que maintenant. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, ce film, c'est un hommage aux Frères Lumière, mais c'est aussi quand même la célébration du cinéma en tant qu'art et industrie. On voit bien qu'en revoyant ces œuvres, on voit l'influence qu'ils ont pu donner sur les cinéastes pendant ces 130 ans, même jusqu'à nos cinéastes contemporains. Donc, ça nous montre comment, en fait, le cinéma a évolué tout en restant fidèle à ses racines. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que de filmer sur une image argentique, ça a duré quasiment un petit peu plus d'un siècle. Ça fait quoi, une grosse vingtaine d'années à peine qu'on est passé au tournage en numérique. Donc moi je trouve que c'est un très bel hommage aux Frères Lumière, et puis ça nous permet de voir quand même qu'on a un sacré patrimoine cinématographique, et puis un petit cocorico quand même, ça fait toujours plaisir de se dire que le cinéma est né quelque part en France, et plus particulièrement à Lyon. Il paraît que la malle au trésor lyonnaise ouverte par Frémaux est encore bien remplie de bobines inédites. Avec leurs équipes, les Lumières en auraient produit plus de 1500 en voyant des opérateurs récolter des images de la fin du 19e et du début du 20e dans le monde entier. Donc le travail d'exhumation, de restauration et de montage pour diffusion continuera, j'espère, tant mieux, pour les historiens aussi, pour les ethnologues sans doute, mais surtout pour le grand public amateur de 7e art, découvrant ces anciennes perles redevenues toutes neuves. Moi, je vais vous parler d'un film, d'un film qui s'appelle Vers un pays inconnu. Dans ce film, on retrouve Shatila et Reda, qui sont deux cousins palestiniens, réfugiés à Athènes, et ensemble, ils multiplient les combines pour assembler une somme importante qui leur permettra d'acquérir des faux passeports qui seront ces passeports sésame vers l'Allemagne, où ils rêvent de pouvoir enfin construire leur vie. C'est ça le pays inconnu, c'est l'Allemagne finalement. Oui, mais il va
bon, je vais pas trop en dire sur le film, mais quelque part, il va rester inconnu, ce pays. Alors, je l'ai dit, pour cela, ils vont faire quand même des combines, des larcins, des grosses combines, voire des très très grosses combines. Alors, c'est ce qu'on appelle, vous savez, au cinéma, on aime bien ce terme, dès qu'on met 2 personnes, on appelle ça un buddy movie, c'est-à-dire un film de potes, où normalement les deux sont complètement différents, complètement antinomiques. Alors, c'est un genre très classique, ça va de la grande vadrouille à l'arme fatale en passant par Rain Man. Bon. Et Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. En fait, Reda et Shatila, ils représentent en fait les 2 facettes d'un même personnage. On va avoir un côté dur et un côté doux, comme un peu des fois sur des éponges. Bon, dans un premier temps, c'est difficile au début de les juger pour leurs actions. Certes, bon, elles nous semblent immorales, mais qu'on juge pas trop parce qu'elles restent quand même dans ce qu'on appelle le petit larcin. Mais au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus difficile d'accepter leur acte. D'ailleurs, c'est cette évolution qui va faire que leur couple, on peut l'appeler comme ça, on le pressent assez vite, aller n'ira pas, on le sent très bien qu'il y aura des difficultés pour que ça aille jusqu'au bout. Alors si on devait trouver une filiation, puis on aime bien toujours donner un peu des repères, on est obligé de penser pour de multiples similitudes au film de John Schlesinger, Macadam Cowboy, où il y avait drogue, prostitution masculine là qui est esquissée, mais elle est bien présente. Et puis même aussi un voyage final en car. Ouais, mais il n'y avait pas la galère de rechercher des faux papiers et tout. Non, mais il y avait quand même cette galère aussi de trouver comment survivre dans un monde un peu. C'était un monde quand même de marginaux où il était difficile quand même de trouver. Alors, on a même l'image, elle est très années 70 puisque on s'en rend compte. D'ailleurs, ils font des fois un peu exprès. On voit au bord du film au début quelques petites impuretés et on sait que le film a été tourné en argentique, a été tourné en 16 mm. Alors là, généralement quand on voit des films sur les migrants, ils sont souvent au début en Syrie, prêts à partir, mais on les voit rarement dans des étapes. Et là, la Grèce, pour eux, c'est le premier pays où ils sont arrivés. Ils voulaient peut-être pas forcément arriver là, mais ils arrivent en Grèce. Et là, en fait, la ville nous est présentée comme c'est un peu un désert. Ils sont pas encore arrivés. Pour eux, ils ne sont pas encore arrivés en Europe. Ils sont là, mais en transit. C'est une sorte, comme tu le dis, une sorte de transit. Et ce désert, va falloir le franchir. Alors, j'ai dit, il y a les 2 personnages. C'est pour Shatila, le dur. On peut penser que la fin peut tout justifier, la fin FIN. Alors que pour Reda, on sent très bien que pour lui, il est déjà un peu plus faible comme personnage. Là, il sent très bien qu'il va être dans la perte de la seule chose qui lui reste, c'est sa dignité. Alors les 2 acteurs sont saisissants de vérité, de sensibilité. Moi, j'ai trouvé une certaine finesse et profondeur dans la façon qu'ils ont de nous présenter, comme je le dis, ce même personnage sous deux facettes. Ils ont bien réussi à transmettre la complexité aussi, la complexité des émotions et des dilemmes auxquels les personnages sont confrontés. Et on ne tombe... Alors, le film est dur, mais on ne tombe pas dans... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé qu'on tombe dans le pathos. Équilibre maîtrisé entre les moments de tension et les instants de tendresse, c'est ce qui caractérise pour moi Vers un pays inconnu. Alors même si on explore des thèmes graves tels que, je le redis, la drogue, la prostitution et la lutte pour la survie, on a quand même des lueurs d'espoir et dans cette... on le sent aussi dans cette solidarité de ces gens qui veulent avoir un avenir plus radieux. Moi, c'est un film que je trouve dur,
puissant, nécessaire, qui pose vraiment la question de est-ce que l'on peut tout faire, est-ce que la fin justifie les moyens, est-ce que finalement, on le sent aussi dans le film, pour que certains arrivent, d'autres doivent être sacrifiés. Moi, j'ai un souvenir très vague de Vers un pays inconnu, premier long métrage d'un réalisateur de nationalité danoise qui est né aux Émirats Arabes Unis. Je l'ai vu en fait, après je m'en suis venu au Festival de San-Sébastien 2024 en compétition dans leur section Nouveaux Cinéastes. C'est-à-dire il y a plus de 6 mois, donc il était sorti de ma mémoire et je pensais même pas d'ailleurs qu'il allait être distribué dans nos contrées. Moi, je me rappelle d'une tonalité quand même très noire, voire glauque. J'ai pas le souvenir vraiment d'optimiste, et je me souviens qu'il m'avait pas vraiment emballé. Alors, avec une thématique proche, le difficile parcours de migrants clandestins pour rester en Europe vu comme un Eldorado, l'histoire de Suleiman m'a bien davantage convaincu, dans la forme comme dans le fond, beaucoup plus humaniste. Épines de perles au sautoir, le long du dos, gémissement dans le dortoir, les hôpitaux. Enfants, vieillards et pas d'adultes, ni trépassés. La douleur est souvent un culte pour les curés. Ce pays, c'est des hôpitaux, des abattoirs. Sortons nos mouchoirs à carreaux. Et puis, bonsoir, embrassons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous. Épines de perles au sautoir, le long du dos, gémissement dans les dortoirs, les hôpitaux. Personne ici ne va mourir. No thank you, sir. L'autre monde est peut-être pire et on a peur. Je sais, ce que je dis est mal. De mes yeux bistres, une larme sur ma joue pâle. Ok, c'est triste. Embrassons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous. Épines de perles, on sautoir, le long du dos. Gémissement dans le dortoir, les hôpitaux. Embrassons-nous, 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 embrassons-nous. La grand-mère indigne de la chanson française, Brigitte Fontaine, 85 ans dont 65 de carrière, mais toujours à l'avant-garde, avec un extrait de son récent dernier album, réalisé en collaboration avec le duo de Perpignan qui s'appelle les Liminianas. C'est un groupe de rock hexagonal qui a une certaine notoriété aux États-Unis, paraît-il. Alors je sais qu'ils sont en tournée en ce moment, les Liminianas, avec une date à Bordeaux le 3 avril. Alors en plus de sa longue carrière musicale, Brigitte Fontaine a épisodiquement fait quelques apparitions sur le grand et le petit écran, entre autres avec ses complices Kerven et Delépine. On la voit parfois dans le Groland, par exemple, et dans leur film Le Grand Soir de 2012. Elle est tenancière d'une pataterie et elle est mère de Dupontel et Paul Vorde. Elle est le sujet d'un documentaire du duo de cinéastes
pas encore sorti en salle ou à la télé, qui s'appellera Morlaix. J'attends ça avec impatience. Yokai, c'est Kezako. Oh, Yokai, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde des esprits. C'est un film sorti discrètement il y a quelques semaines, avec un succès mitigé malgré la présence de Catherine Deneuve en tête de gondole. Donc il est plus trop à l'affiche, malheureusement. Il y a un tropisme, tu as remarqué Patrick, de nos actrices et acteurs français pour l'Asie en ce moment, avec souvent d'ailleurs des cinéastes de là-bas. Exemple ces derniers mois, Romain Duris, en chauffeur de taxi à Tokyo, à la recherche de sa fille dont une part manquante, mais là c'était un réalisateur belge. Roche Dizem, interprétant un auteur de BD en quête d'inspiration en Corée, pour Un hiver à Sukcho. Il suit pas. Si, je suis, mais j'étais en train de penser à quelqu'un d'autre. Isabelle Huppert, oui. en écrivaine à succès découvrant la culture japonaise lors d'une tournée promotionnelle, c'était Sidonie au Japon. Et Isabelle Huppert encore, très récemment, en Corée aussi, avec La Voyageuse, sortie confidentiellement sans grand succès. Alors ça, c'était compréhensible, car c'était très ennuyeux. Alors, il y en a un... Plus ancien peut-être. Non, il n'avait pas besoin, lui, d'aller là-bas. Il était déjà connu là-bas. C'était Alain Delon. Ah oui, mais c'est il y a longtemps, quand même. Il y a longtemps. Là, les 4 ou 5 exemples, je te dis, c'est il y a quelques mois. Et maintenant, voilà notre Catherine Deneuve nationale, en chanteuse faisant une tournée d'adieu au Japon, à qui il va arriver des histoires après un saké fatal dans ce yokai, le monde des esprits. Joli film, modeste, mélancolique et zen sur le deuil, la résilience, avec des fantômes bienveillants, comme d'ailleurs il y en avait déjà un dans Sidonie au Japon, que je viens de mentionner. Deneuve ne fait pas grand-chose, mais elle le fait bien. Elle est pratiquement de chaque plan, avec toujours ce côté classieux, distant, derrière lequel on devine ici une ironie bienveillante. Et les deux personnages masculins, père et fils, sont très émouvants. Belle idée, pas forcément originale car déjà utilisée au cinéma, mais bien mise en scène ici. La caméra voit les morts, invisibles aux yeux des vivants. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que les fantômes se comprennent, même s'ils ne parlent pas la même langue. Pas besoin de sous-titres pour eux, mais pour le spectateur, oui, c'est une jolie trouvaille. Alors pour voir maintenant en salle ce yokai sensible et pas tape à l'œil, il faut bien le chercher dans quelques salles indépendantes sans doute. Il passe encore quelques jours, je crois, à l'Utopia de Bordeaux par exemple. J'allais oublier 2 choses. Le film est signé d'un réalisateur singapourien qui s'appelle Eric Koo, je sais pas comment ça, K-H-2-O, Eric Koo, qui est pas un perdreau de l'année, c'est son 9e long métrage, et je crois le premier qui atteint notre sol, Elle est incroyable cette Deneuve quand même, elle va dénicher des réalisateurs comme ça au bout du monde inconnus, et c'est courageux. Deuxième chose, on entend quelques chansons signées Jeanne Chéral, susurrées par Deneuve, et bon, elles ne m'ont guère fait d'effet. Ouais. Alors maintenant, un gros morceau quand même. Alors, oui. On a pas mal de choses à dire sur The Insider. Alors, c'est assez fréquent, c'est que dans un couple, les deux exercent la même profession. On a ça chez les commerçants, les pâtissiers, chez les bouchers, lui découpe, elle était la caisse. Bon, alors là, dans le dernier film de Steven Soderbergh, The Insider, il s'agit d'un couple d'espions. De contre-espions, en fait. Attends, d'un couple d'espions. Ouais. George Woodhouse et sa femme travaillent pour le contre-espionnage anglais, parce que vous noterez que les espions, c'est toujours les autres. Ouais. Donc, eux, ils sont contre-espions. Alors, tout le film va se jouer sur une semaine. Tout ça va se passer à Londres ou dans la région de Londres ou dans la campagne environnante. Alors, notre agent du contre-espionnage, George Woodhouse, retrouve son collègue Misham qui lui fournit une liste de 5 noms, dont celui de Catherine, l'épouse de George, parmi lesquels se cache un traître ayant volé un virus informatique. Alors le virus, on le voit à un moment donné, en tout cas on le voit, il est sur une clé USB. Voilà, ça fait peur. Alors le titre du film, c'est pas The Insider, le titre original, qu'on peut traduire par celui de l'intérieur ou plus simplement la taupe. Non, le titre original, c'est Black
bag. Le sac noir, en fait, c'est une expression qui signifie quand on pose la question ça, c'est quoi, c'est ça, on répond black bag, ça veut dire confidentiel. Ça, ça on le voit dans un truc louche ou un peu. Ouais, mais c'est ça. Alors, comme dans les livres d'Agatha Christie, George va convoquer les 5 à manger chez lui afin de déterminer quel pourrait être le traître. Alors, les 5, alors c'est pas le club, mais les 5, ils se connaissent tous, ils ont tous plus ou moins couché les uns avec les autres, et George va commencer son enquête. Alors, rassurez-vous, vous saurez à la fin qui est celui ou celle qui a trahi. Bon, le scénario est assez incompréhensible, mais franchement, je pense pas que c'est ce qui a intéressé le plus le réalisateur. Alors, il a choisi un scénariste, pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de David Koepp. C'est lui qui a fait les Jurassic Park, les Spider-Man, son CV, oui, parce qu'on se renseigne Indiana avant. Jones, la guerre des mondes. On se renseigne. Mais revenons au film et au réalisateur Steven Soderbergh, que l'on avait découvert il y a pas mal d'années, on était jeunes et beaux à ce moment-là, c'était pour le film Sexe, mensonges et vidéo. Et plus tard, moi je me souviens qu'il nous a donné par exemple toute la série des Ocean qui a commencé par le Eleven. Alors la mise en scène est élégante. S'il y a un message dans le film, c'est méfiez-vous de vos amis. Bon, tous sont plus ou moins paranoïaques dans le film. Et Steven, là, il s'amuse un peu avec son héros, qu'on pourrait quand même qualifier de besogneux fonctionnaire. Alors, grand cuisinier au demeurant, il est à milieu d'un James Bond, qui pourtant, lui aussi, est un contre-espion du MI6, je pense. Ou que c'est comme ça. MI6, je sais pas. Ah ben ça a changé, ça a évolué. Alors c'est plus le 5, c'est le 6, c'est le 5. Et pour pousser l'ironie, il s'est permis on retrouve un vieux James Bond au générique, c'est Pierce Brosnan. Oh, vieux. Ah bah si. Il était après machin là. Après Timothy, oui. Oui, non, mais même, enfin, c'est à des derniers. Ah, c'est l'avant-dernier. Ah, tu vois. Oui, mais enfin, il y a donc quand c'est même... pas un si vieux, il y a plus vieux comme Oui, mais James il y a Bond. longtemps. Non, mais on va pas s'engueuler comme ça. Laisse-moi terminer parce que je sais que tu as plein de choses, plein de choses à dire. Alors forcément, tout le monde pense, et ça d'ailleurs aussi ça fait bien de penser, on pense un peu au limier de Mankiewicz. Bon, moi j'ai fait qu'y penser. On pense aussi à La mort aux trousses, pas longtemps non plus. C'est bien fait. Ah oui, gros avantage du film, c'est un film court. Et voilà. Pour moi, je pense que c'est un film que je vais assez vite oublier, mais Hervé va vous donner envie de le voir, parce que je sens qu'il a plein de choses à nous dire sur ce film, et je te laisse. J'aime bien Steven Soderbergh. Voilà un réalisateur, scénariste et producteur atypique, éclectique et en plus prolixe. À 60 ans, il a déjà une quarantaine de longs métrages à son actif et il aborde des sujets très différents en alternant côté pile des films d'auteurs indépendants du genre de celui que tu disais, Sexe, mensonges et vidéo. Son premier et coup d'éclat, Palme d'Or qu'il a révélé en 89, et côté face, des blockbusters hollywoodiens avec casting de luxe, type la franchise Océan 11, 12, 13, avec Clooney et Damon parmi ses acteurs fétiches, où il y avait aussi Erin Brockovich, starring ça c'était bien. Julia Roberts, ou encore Traffic avec Michael Douglas, le tout dans les années 90. Donc il oscille entre gros budget, pour du commercial d'auteur, on va dire, et des projets beaucoup plus personnels, voire expérimentaux. Je pense par exemple à Solaris en 2002. Qu'est-ce que c'était ? C'était un remake d'un film du même titre. Tarkovsky. Du russe, voilà, Andrei Tarkovsky, du pur art et essai, prise de tête donc, mais avec Clooney. Le genre de film qu'on adore. Mais il y avait Clooney pour appâter le chaland quand même. Je peux aussi mentionner dans le même genre son très récent Présence. Alors, il est sorti il y a à peine un mois. Alors, je qualifiais Soderbergh de prolixe tout à l'heure, en voilà une illustration. C'est une histoire de maison hantée par un fantôme, et la totalité du film est en caméra subjective du point de vue de cette entité mystérieuse. C'est-à-dire que le spectateur est en fait dans la position du fantôme. Exercice de style étonnant,
guère resté à l'affiche. Hein. C'est une raison pour laquelle j'en ai pas parlé, parce qu'on parle que des films qu'on peut voir en salle. Est-ce que tu vas nous parler de The Insider ? Oui. Parce que Insider se situe un peu entre les deux pôles et les synthétise en fait. Hein. D'un côté, casting bankable et thématique d'espionnage basique, avec un héros qui doit sauver le monde d'un péril majeur, hein, en démasquant une taupe. Bon, alors l'objet du délit recherché, hein, c'est un genre de malware sur une clé USB, si j'ai bien compris. C'est ce qu'Hitchcock appelait un MacGuffin, hein, c'est-à-dire un leurre scénaristique dont on se fiche un peu, prétexte au développement d'une histoire. Mais c'est du James Bond lofi, hein, et cérébral et plutôt statique, voire théâtral, sans aucune course-poursuite motorisée ni gadget improbable. Ce qui a intéressé Soderbergh, c'est de jouer avec la mise en scène qui est ici au cordeau, avec les dialogues raffinés et ironiques. On a presque affaire à une parodie stylisée, hein, finalement, avec un côté, tu disais, Agatha Christie, un côté Hercule Poirot, hein, où j'ai pensé aussi à une référence moins british et glamour, le commissaire Bourrel des 5 dernières minutes. Oui, feuilleton télévisuel vintage, tu te souviens? Oui. Patrick, bon sang. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Non, il disait pas bon Dieu, il disait bon sang, mais c'est bien sûr. Et non, il disait bon Dieu, non? Bon sang. Ah bon. L'affaire policière était résolue au tout dernier moment. Alors ça, c'est un truc que les plus de 50 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Mais Insider est davantage... Les moins de 50 ans. Oui, Insider est davantage sophistiqué quand même. Hein. On a affaire à un genre de Cluedo mental. Moi, je retiens 2 moments quand même particulièrement réussis, pour moi presque anthologiques. Celui de la consultation avec la psy, vénéneux, et celui au montage percutant avec le détecteur de mensonges. 2 épisodes en même temps tendus et drôles. Bon, mais en fait, après cette digression, est-ce que ça m'a plu ou pas ? Eh ben, disons oui, mais pas à 100%. Le pourcentage qui manque, c'est la faute au côté exercice de style, chic et voyant, un peu froid. Froideur de la mise en scène, d'abord. On sent que le réalisateur est brillant et veut nous impressionner. Et froideur du couple aussi, hein. Lui interprété par un Michael Fassbender plutôt monolithique. Et comme elle, hein, illustrée par la beauté lisse et assez glaçante de Cate Blanchett. Des personnages un peu trop des marionnettes pour moi, ni sympathiques ni chaleureux, auxquels on ne s'attache guère. Et le spectateur, c'est bien connu, aime beaucoup s'attacher aux personnages montrés à l'écran. Insider m'a évoqué un autre film avec un couple où les 2 amants sont aussi au porte-à-faux dans des histoires pas nettes, se soupçonnant mutuellement. C'était Mr. et Mrs. Smith en 2005 avec le couple Brangelina à la ville comme à l'écran à l'époque. C'était Brad Pitt et Angelina Jolie. Voilà, on était un peu là avec d'autant plus que j'ai oublié de dire quelque chose. Superbe score, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire bande musicale, signée d'un grand compositeur de musique de film qui s'appelle David Holmes, un habitué du cinéma de Soderbergh. Teeth of the hydra
Ah, si les micros sont ouverts, je peux plus chanter. Par-dessus, je peux plus faire mon karaoké. Ah non, là. C'était T-Rex, Tyrannosaurus Rex, fleuron du glam rock anglais, avec ce Get It On, millésime 1971. Bah, j'étais pas né, moi. Ouais, entendu dans Ma mère, Sylvie Vartan, Dieu, une des rares bonnes choses du film qu'on a placé dans la rubrique, on aurait bien aimé aimer, mais à venir bientôt, sans doute dans les bonus, là, parce qu'on n'aura pas le temps. Puisqu'on doit voir dans le viseur. Non, d'abord, j'aimerais que tu nous parles des festivals. Oui, ils sont dans le viseur, les festivals. Voilà, il veut vraiment me contredire aujourd'hui. Voilà, alors à signaler 2 manifestations cinématographiques qui peuvent intéresser notre auditoire chéri. L'une locale, très prisée en région bordelaise, d'où l'on vous cause, avec les rencontres du cinéma latino-américain. 42e édition, organisé par l'Association France-Amérique latine. Alors, pour avoir une idée de la vivacité du cinéma contemporain venant de plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, un cinéma souvent très politique, le thème de cette année, c'est El Buen Vivir, le bien vivre à tonalité sociale et ethno-écologique. On l'avait déjà évoqué en avance la dernière fois, c'est en ce moment et jusqu'au 26 mars au cinéma Jean-Eustache de Pessac, où Patrick se rend chaque jour en pèlerinage, car il y a son rang de serviette. L'autre manifestation est nationale, du 23 au 25 mars, c'est le traditionnel Printemps du cinéma, organisé par la FNCF, pas la SNCF, mais la Fédération nationale des cinémas français, qui regroupe environ, j'ai vu, 6000 salles sur les 6300 existantes. Dans les grands complexes, comme dans les salles indépendantes, ce sera 5 € pour tous pendant ces 3 jours. L'occasion de voir un film peut-être peu exposé médiatiquement. Je dis ça parce que le dispositif uniquement commercial, sans accompagnement spécifique des films, est destiné à booster la fréquentation. Et il bénéficie en général plutôt aux films qui ont déjà un grand succès public et aux marchands de pop-corn, ce qui est dommage. Alors pourquoi pas aller voir Lumière, l'aventure continue, d'ailleurs qui passe dans les complexes aussi, j'ai vu ce film. Les filles du Nil, Yokai, Vers un pays inconnu, que Movies a soutenu aujourd'hui. Alors évidemment, s'ils sont à l'affiche dans votre cinéma de proximité, mais ça, c'est une autre paire de manches, la disponibilité partout en France des petits films moins médiatisés. On a parfois des retours d'auditeurs qui nous disent « Ouais, c'est bien gentil et appétissant de nous faire l'éloge de tel ou tel film, mais il est introuvable autour de chez moi. » On ne peut que compatir en le déplorant aussi. Bon, alors, 5 € la place, c'est intéressant, mais c'est guère moins que le prix moyen dans un cinéma indépendant quand on a une carte d'abonnement, finalement. Ouais. Bah justement, si on regardait, si on parlait de la deuxième couche, c'est peut-être aussi le moment pendant ce printemps le printemps du cinéma, d'aller voir des films que vous n'auriez pas vus et dont on a parlé, et pour cela, qu'on a aimé. Toi, Hervé, il y en a quelques-uns qui te viennent à l'esprit. L'attachement, ce drame familial poignant, avec des acteurs épatants, mais il a du succès. On ira. Problématique de choisir de mourir dans la dignité, mais en version comédie road trip. De ton côté, tu as quoi, toi? Alors moi, de mon côté, je suis très content de voir que Black Dog est toujours à l'affiche, et il marche bien, hein, ce film. Pour film aussi sympathique, hein, dans un registre complètement différent, bien évidemment, c'est Paddington au Pérou que j'ai trouvé sympathique. C'est très différent de Black Dog. Ouais, c'est sympatoche. Et puis Real Pain, hein. Real Pain aussi, ça c'est le genre de film que j'avais bien aimé. Alors pour le film When the Light Breaks, là il faut aller chercher parce que parce qu'il a terminé un peu sa carrière dans les salles et on parle du viseur. Non, alors. On n'a pas le temps. Regarde. On n'a pas le temps. Donc on a juste le temps de vous dire au revoir et de dire que en bonus, on aura les films qu'on aurait aimé mais qu'on n'a pas trop aimé, c'est-à-dire La Cache et Dieu, Sylvie Vartan et Ma mère, ou je sais plus dans quel ordre. Eh bien, on vous souhaite une bonne quinzaine de cinéma en salle. À bientôt.